C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonsoir, Hervé. Donc, je vais brièvement vous présenter votre sujet, mais surtout vous laisser la parole. Donc, vous avez d'abord, dans votre parcours, fait des études de mathématiques à Nice, puis obtenu une thèse en mécanique des fluides, avec des applications à l'aéronautique. Puis vous avez été embauché comme ingénieur dans le domaine de l'électromagnétisme. Et en 2000, vous avez participé à la fondation de l'association Café Mat, qui organise des événements d'échange autour de sujets scientifiques ici à Paris. Et donc c'est d'un domaine un peu différent de votre domaine d'expertise professionnelle dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et en particulier, vous allez nous parler du temps. Alors, comme je vous l'ai dit quand on a échangé, pour moi, le temps, c'est plutôt une affaire de philosophes, de poètes, d'historiennes et d'historiens, d'archéologues, d'astrophysiciens, d'astrophysiciennes. Assez peu, pour moi, de mathématiques a priori. Le temps a des points communs avec l'espace qui, lui... et un peu plus naturellement mathématique, en tout cas pour ce que j'en perçois moi. Le temps, comme l'espace, passe par la perception, peuvent se prêter à la mesure. Mais il y a aussi des différences, et notamment le temps a un caractère assez insaisissable. À peine on vit un instant qu'il est déjà passé, ce qui le rend difficilement modélisable, à mon avis. Mais peut-être que vous allez nous détromper, donc je vous laisse la parole pour nous parler de toutes ces questions. Merci Alice. Bonsoir à tout le monde. Alors comment je vais changer le... Oui. D'accord. Avec l'ordinateur alors. Comme ça. Je vais faire comme ça. Ah ouais, donc oui, voilà, je vois ma présentation. Bonjour. Eh bien, comme a dit Alice, je vais vous parler de l'espace-temps. Alors, juste une petite anecdote. Il y a quelques années, c'était une médiathèque qui m'avait demandé de faire une conférence sur le temps. Et j'y avais dit non, parce que le temps, ce n'est pas quelque chose de mathématique, et donc je ne me sentais pas légitime d'en parler. Et puis en réfléchissant un peu, j'ai dit oui, mais l'espace, je pourrais en parler parce que l'espace, là, il y a des mathématiques. Et puis en disant, l'espace, c'est l'espace-temps finalement. Et donc, j'ai voulu creuser le sujet. Et c'est un peu le but de cet exposé, comment on va mathématiser le temps avec l'espace, donc l'espace-temps. Voilà, donc... je vais le faire. Une première définition du temps et de l'espace. Ça a été un petit peu dit par Alice. Ensuite, 4 modèles. Le premier modèle, c'est le modèle classique qu'on appelle newtonien. C'est notre univers. Bon, là, il y a eu l'exposé précédent avec la Terre, l'espace. Donc, c'est cet univers dit plat, euclidien mathématiquement. On dit. Le deuxième est toujours, c'est la relativité restreinte. L'univers est toujours plat. Il est, on verra, pseudo-euclidien. Troisième modèle, relativité générale. En relativité générale, l'espace devient courbé. Voilà, donc là, c'est la géométrie non euclidienne qui s'applique. Et enfin, un quatrième modèle. Parce que tout ça, c'est pour les grandes choses, mais pour les petites choses, à l'échelle subatomique, eh bien, c'est le mécanique quantique qui est notre modèle, et donc un univers, je dirais, vide, quantique. Alors, le temps, j'ai laissé sur cette présentation, voilà, tout ce qu'on peut voir sur le temps, donc un milieu infini, là. Une histoire de milieu, mouvement interrompu, des quantités mesurables. Voilà.
beaucoup de notions qui sont d'ordre de la physique, de la littérature. Mais bon, on ne voit pas trop les mathématiques. Alors, comment on mesure le temps? Alors, dans l'ancien temps, je vais un peu vite, hein, on comptait à partir d'un point de repère. Alors, j'ai pris l'exemple de la clepsydre. Donc ici, c'est une clepsydre grecque. Donc, voilà. Ce qui nous permettait de se repérer dans le temps. Mais on a eu besoin d'une unité de base, une durée. Alors, ça, c'est la physique plus moderne. Et donc, ce qui a été... c'est la seconde, hein, qui est l'unité du système international. Se baser sur la période des astres, comme le Soleil ou la Terre, ça ne va pas parce que ce n'est pas assez précis, puisque ce n'est pas très constant. Et donc, on avait voulu avoir de la précision. Et pour cela, on a utilisé par exemple, en 1967, l'horloge atomique. Voilà. Et puis, plus récemment, peut-être des horloges à quarks qui sont les plus précises pour quantifier cette unité. Alors, l'espace, maintenant. Alors là, je prends toujours les définitions de Larousse. Donc, il y a plusieurs définitions. Je vous les laisserai de toute manière. Mais il y a des notions mathématiques. Donc, c'est sur les deux dernières lignes. En géométrie, c'est l'ensemble des points dont la position est définie par 3 coordonnées. Donc, c'est précis comme ça. Et d'un point de vue encore plus général, mathématique, c'est un ensemble sur lequel on a défini une structure. Et par exemple, on va parler d'espace vectoriel. Voilà. Donc là, on va utiliser des espaces vectoriels pour tous nos modèles. Alors, mesure de l'espace. Donc, dans l'Antiquité, on a eu besoin donc, de faire des mesures de longueur, de surface, de volume. Voilà. Mais le problème, c'est que ce n'était pas très homogène. Et puis, ça dépendait de chacun, de leur histoire, des coutumes. Et donc, il y avait une foultitude d'unités. Pas facile de s'y retrouver. Il fallait faire beaucoup de conversions, donc pas mal de mathématiques. On faisait beaucoup d'erreurs, hein. Et donc, il a fallu petit à petit s'imposer une unité de longueur. Et aujourd'hui, on le sait, c'est le mètre. Même s'il y a encore quelques pays qui ont le miles. Mais voilà. Donc, en 1795, on a une définition, hein, la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, voilà, qui est dématérialisée depuis les années 60 au centre, alors j'ai oublié, des poids et de mesure, centre général, je ne sais plus. Hein. Voilà, donc voilà, il y a la définition du mètre, elle est dans plusieurs bâtiments hein, à Paris, on peut les retrouver. Et puis, voilà, donc il y a eu un standard, un système international. Là, il a fallu encore plus de précision que la définition du quart du méridien terrestre, d'autant que la Terre, elle n'est pas exactement ronde. Donc, ça se fait à l'échelle atomique. Hein, voilà. Donc, il y a je ne rentre pas dans les détails. Alors, à l'échelle atomique, on parle de nanomètres. Et puis, à grande échelle, à l'échelle de l'univers, alors on a plusieurs unités. Il y a l'unité astronomique, qui est la distance Terre-Soleil, voilà, qui vaut 150 millions de kilomètres. Voilà, mais on a d'autres définitions, comme l'année-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière pendant une année. Donc, qui est beaucoup plus grande que l'unité astronomique. Hein, vous voyez, c'est 65 000 fois plus, à peu près. Et puis, il y a le parsec qui est assez proche de l'année-lumière. Donc là, la définition du parsec, je le montre sur ce dessin. Donc, on voit l'unité astronomique, hein, distance Terre-Soleil. Eh bien, c'est la distance du Soleil à un point tel qu'il se trouve à 1 seconde d'angle avec la Terre. Voilà.
Et donc le diamètre de l'univers, vous le connaissez, il est à peu près, donc là on le mesure en années-lumière, environ 13 milliards d'années-lumière, je crois 13,7 aujourd'hui. Alors, les 4 modèles d'espace. Alors, on va les détailler petit à petit. Pour l'instant, je reviens dessus sur les modèles d'espace mathématiques. Et après, on regardera ça en détail. Alors, en mécanique classique ou newtonienne, donc c'est notre échelle, finalement. C'est un espace euclidien de dimension 3. Bon, l'espace, donc on note longueur, largeur, hauteur, hein, x, y, z, et on le munit d'une métrique, une distance. Bon, un espace euclidien dit que on peut appliquer la relation de Pythagore. Et donc, on peut calculer comme ça. J'ai noté la distance dr, hein, entre deux points, dr2 égale dx2 plus dy2 plus dz2. Bon, bah là, j'applique 2 fois la relation de Pythagore, dans le plan d'abord, et puis ensuite dans l'espace. Et le temps, le temps est dissocié, et on peut le relier avec la vitesse. Hein, la vitesse, c'est la variation dans l'espace, le dr, divisé par la variation temporelle, dt. V égale dr sur dt. Donc ça, c'est le premier modèle. Deuxième modèle, donc relativité restreinte. Donc Einstein, en 1905, nous dit que l'espace est lié au temps par l'intermédiaire de la vitesse de la lumière. Donc là, il y a la définition précise de la vitesse de la lumière, hein, environ 300 000 km par seconde. Donc c'est système international depuis 1983. Restreint parce que c'est sans champ de gravitation. Hein, et donc il n'y a pas de courbure. Hein, donc ça reste un espace plat comme l'espace euclidien. Et il est modélisé par l'espace de Minkowski. Minkowski était un mathématicien germano-lituanien. Aujourd'hui, c'était la Russie à l'époque. C'est un espace pseudo-euclidien de dimension 4. Donc Minkowski, son apport, ça a été de relier le temps à l'espace. Donc ce qu'il a créé, ce qu'on appelle le continuum, espace-temps. Et il l'a fait d'ailleurs 2 ans après la publication d'Einstein. Hein. Bien que Einstein a été l'élève de Minkowski, hein, à Berlin. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que cet espace pseudo-euclidien? Donc lui, il a une métrique qui ressemble à celle de l'espace euclidien, mais cette fois-ci, il y a le temps et l'espace. On voit, alors j'ai noté S, hein, la coordonnée, dans l'espace-temps, ds2, et il va y avoir un terme temporel, C2 delta T2, et les 3 variables d'espace, alors plus I au carré des X2, plus I au carré des Y2, plus I au carré des Z2. AI, c'est le nombre complexe, imaginaire. Alors, justement, l'espace de Minkowski, il est dans un espace hyper complexe. Alors, les espaces complexes, peut-être voyez-vous ce que c'est. Alors, le réel, c'est la droite, hein, la droite réelle. Tous les nombres sont sur une droite réelle. Après, on peut définir ce qu'on appelle le plan complexe, c'est-à-dire, on définit un point dans le plan, et il a une coordonnée X et une coordonnée Y. Et puis, on construit un nombre à partir de ces 2 coordonnées, Z. On dit que c'est X fois 1 sur l'axe des réels, plus Y fois I sur l'axe des imaginaires. Et les 2 axes sont indépendants. Donc c'est X plus Y. Bon, on ne peut pas les sommer comme ça. C'est l'expression, c'est la généralisation des nombres dans le plan. Et on a voulu généraliser ça en l'espace à 3 dimensions. Ce n'est pas possible. On appelle ça des nombres hyper complexes. On ne peut pas construire d'algèbre en dimension 3. Ça a été démontré au XIXe siècle. Mais plusieurs mathématiciens ont essayé quand même de trouver quelque chose. Et un jour, un mathématicien irlandais, Hamilton, hein, en 1948, alors l'histoire dit que c'est en traversant le pont qui traverse Dublin, le pont de Broome, qu'il a eu cette idée géniale de rajouter la 4e dimension et pour construire un espace hyper complexe qu'on a appelé quaternion. Et sur le pont de Broome, on voit l'expression. Alors lui, il y a 3 nombres imaginaires, hein, I au carré égale J au carré
égale K au K égale I fois J fois K égale moins 1. Tout le monde vaut moins 1. Et il construit une algèbre là-dessus. C'est l'algèbre des quaternions. L'espace de Minkowski, alors ce n'est pas tout à fait les quaternions, ce sont les biquaternions, c'est-à-dire chaque coefficient, c'est à 4 coefficients, hein, un quaternion c'est Q égale A plus IB plus JC plus KD. Les A, B, C, D ne sont plus des réels, mais des complexes eux-mêmes. Et l'espace de Minkowski, c'est une sous-algèbre de ces biquaternions, c'est-à-dire qu'il y a une composante qui est réelle, et on va prendre le temps, là. La composante temporelle, c'est-à-dire dt. Alors je l'ai multiplié par c, la vitesse de la lumière, pour que ça fasse de l'espace. Parce que le temps multiplié par une vitesse, des secondes multipliées des mètres par des secondes, ça fait des mètres. Donc ici, c'est une manière de mathématiser le temps, l'espace. Le temps a été mathématisé en multipliant par le c. Et donc c'est la première composante réelle. Et il y a 3 composantes imaginaires pures, que j'ai noté IX, IY et IZ. Hein, et donc, I comme I au carré, I vaut moins 1. dx2 plus dy2 plus dz2, eh bien c'est dr2. dr2 est relié à la vitesse et au temps. dr c'est v fois dt. Je mets dt en facteur et je vais trouver le facteur c2 moins v2. Eh bien, tout ça, ce sont des nombres positifs. La métrique est positive. Eh bien, ça veut dire tout simplement que la vitesse est plus petite que la vitesse de la lumière dans cet espace de Minkowski. Voilà. Donc, c'était l'espace approprié pour appliquer la relativité restreinte. Relativité générale. Donc, quelques années après, donc une dizaine d'années après, donc, Einstein publie donc, ce fameux article, hein, fin 1915, en introduisant la masse-énergie, hein, la gravitation. Et donc ça, l'espace-temps, maintenant, va être courbé. On va introduire une courbure, et là, cette fois-ci, donc l'univers va être courbé, non plus plat comme avant, et il va être modélisé par... la géométrie qu'il y a derrière, c'est la variété. C'est une variété de dimension 4. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variété? C'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est qu'elle a une belle propriété. Je l'ai marqué en bas, sur l'astérix. C'est un espace qui est localement euclidien. Alors, pour nous, pseudo-euclidien, puisqu'on est dans l'espace-temps. Ça veut dire que localement, on peut faire une carte. Bah, ça tombe bien, hein, Matt, à la carte. Donc là, on va faire de belles cartes de notre univers, localement. Voilà. Voilà, et les trajectoires sur cet espace univers vont suivre des géodésiques. On va voir ça, comment ça se passe. Alors vous pouvez m'interrompre hein, pendant la conférence, c'est possible, hein, si vous avez des questions. 4e modèle, mécanique quantique. Alors mécanique quantique, on est à l'échelle... des atomes. Et donc là, la physique est complètement différente. Il y a des changements d'état, ils sont plus continus. On parle de quanta. Voilà. Donc la notion de position est remplacée par celle de fonction d'onde. Et on a une incertitude entre la position et le mouvement. Vous voyez, c'est complètement différent ce qui se passe. Et l'espace de modélisation, cette fois-ci, c'est un espace de Hilbert. Voilà. En fait, un espace de Hilbert, c'est un espace de probabilité. C'est ce qu'on verra. Comment, voilà. Alors, je vais pour que ça soit plus parlant, parce que là, c'est de la théorie, on va concrétiser un peu tout ça. Faire quelques cartes, justement, puisque c'est le but. Et donc, voyez, vous avez l'espace euclidien en 2D, voilà, une carte telle que vous pouvez, carte IGN, hein, en 2D. Alors, j'ai fait les grilles, hein, donc classique, tel qu'on peut se représenter notre espace. Si on veut passer en 3D, là c'est un cube, avec des petits cubes qu'on prolonge dans les 3 espaces. Alors attention, la figure est trompeuse. Vous avez l'impression que les axes ne sont pas tous perpendiculaires les uns aux autres, mais ils le sont. Hein, c'est une projection. Hein, c'est important ça. Parce que pour passer à la 4e dimension, je vais devoir faire encore plus de projections pour construire. Alors là,
pour construire l'hypercube. Alors, comment je suis passé du carré au cube? Eh ben, j'ai rajouté un axe. Et comment je passe du cube à l'hypercube en 4D? Je rajoute encore un axe. Donc, je vais me retrouver en chaque point du cube 4 axes qui sont tous perpendiculaires 2 à 2. Pas sur ma figure parce que c'est une projection en 2D. Malheureusement, je ne peux pas matérialiser le 4D. Mais je suis sûr que vos cerveaux peuvent le faire. Voilà. Bon, c'est pas facile comme mentalement pour se le représenter. Bon, il suffit de relier. Bon, moi j'ai fait un petit cube à l'intérieur et j'ai relié. J'ai construit mon 4e axe en reliant à un plus grand cube. Chaque sommet du petit cube au sommet du grand cube. Et on fait ça, on peut faire de la dimension 7, même 36. Hein, et il y a des ordinateurs qui s'appellent des hypercubes qui sont basés sur ce principe. Hein, et plein d'applications pour les hypercubes. Donc on peut tout à fait matérialiser l'hypercube, sauf que on est obligé de faire des projections pour le matérialiser. En dessous, là, ce qu'on voit, c'est l'espace de Minkowski, en relativité restreinte. Alors là, ce qui se passe, c'est que... Alors, je n'ai pas pu le matérialiser en 4D, parce que l'espace est en 3D. Pour la variable d'espace, j'ai pris que 2. Le plan. Et la variable d'espace, elle est l'axe vertical. Du temps, pardon. C'est l'axe vertical. Et donc, on a vu que la vitesse était contrainte par la vitesse de la lumière. Ce que vous voyez, c'est le double cône, qui est le cône de lumière. Et donc, ce qui se passe dans l'espace-temps de Minkowski, notre univers, donc, c'est que les événements possibles sont à l'intérieur des 2 cônes. Donc, le passé est en bas, c'est le cône inférieur. Donc, ce qui vient du passé vient du cône inférieur. Le moment présent, c'est le plan. Et le futur, c'est la partie supérieure du cône. Bon, vous vous sentez un petit peu contraint dans cet univers. Bon, quand même, il reste de la place à l'intérieur de ce cône. Alors, l'espace-temps non euclidien. Alors, donc là, en relativité générale, comment on peut se représenter les choses? Alors là, j'ai toujours matérialisé l'espace en 2 dimensions sur une grille. Et on va rajouter les objets massiques. Donc vous pouvez faire l'exemple chez vous. Prenez une toile que vous tendez bien et vous mettez, par exemple, si vous avez un globe terrestre, et vous le mettez sur la toile. Qu'est-ce qui va se passer? La toile, elle va comme ici, comme sur ce dessin, elle va se courber. Et c'est ce qui se passe dans l'espace-temps. Courbé. Et si vous rajoutez un autre objet, par exemple une balle de ping-pong ou un cochonnet de boules de pétanque, ce que vous avez, sur cette toile, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme c'est courbé, la petite bille, balle, elle va suivre sur la toile. Elle va glisser le long de la toile, parce qu'il y a une courbure. Eh bien, c'est ce qui se passe dans notre espace-temps, dans notre univers. Voilà. Contrairement à ce que... Ah, une question. Oui, tout à fait. C'était une manière d'essayer de le représenter. Ouais, voilà. Ça, c'est pour préciser. Il faut être, voilà. C'est une représentation... Parce que sinon, du coup, ça voudrait dire qu'en 3D, ça se courberait dans une 4e dimension, et puis après, il y aurait encore plus de... Non, ça ferait 5 dimensions. Oui, ça s'arrête, bien sûr. Voilà. Bon, donc, pour les physiciens, il faut bien préciser ça. Même pour les mathématiciens. Mais c'était pour vous représenter ce qui se passait... si vous voulez le matérialiser. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple pour vous montrer comment ça se passe, mais c'est pas ça qui se passe, mais c'est une manière de le voir, de le comprendre. Donc la petite boule, on a l'impression qu'elle est attirée par l'objet qui est plus central. Mais c'est pas exactement ça qui se passe. Elle suit des géodésiques en fait.
C'est ça qui est la bonne idée. Ah, et il y a le quatrième modèle, le dernier modèle, qui est complètement en bas à droite. C'est la représentation à l'échelle subatomique, par exemple d'un atome. Donc, et là, c'est l'idée du nuage électronique. Je vous avais parlé d'espace de probabilité. Effectivement, l'électron va être dans un nuage. Voilà. C'est ça qui est la représentation qu'on peut faire. Donc, c'est vrai que certains ont essayé, mais ce n'est pas le bon modèle, d'avoir la même représentation que le modèle newtonien pour les atomes et les molécules, mais ce n'était pas la bonne idée. La bonne idée, c'est le nuage électronique. Oui. Voilà, donc je vais repalayer les 4 modèles en rentrant un petit peu plus dans le détail. Bon, je vais aller un peu vite pour la mécanique classique ou newtonienne. Il faut savoir que c'est une branche mathématique depuis l'Antiquité. Enfin, c'est une science, et donc branche des mathématiques. Donc on a parlé pendant longtemps de mécanique statique, hein, avec des notions de bras de levier. Ça, c'était du temps d'Archimède, de force. Au XVIIIe siècle, on parle de mathématiques du point, avec le centre de gravité, par rapport à la mécanique des fluides, qui est la mécanique des gaz et des liquides. Au XIXe siècle, on parle de la mécanique des solides non déformables et déformables et de la mécanique des milieux continus. Voilà. Donc, voilà. Je passe assez vite, c'est assez classique. Donc, la relativité. Alors ici, comment on est passé de la relativité restreinte? Donc, en fait, on est passé de l'invariance de l'espace classique, x, y, z, et du temps, donc cette mécanique newtonienne, à l'invariance de l'espace-temps. On a relié donc, les 4 variables. La relativité existait avant la relativité restreinte. On appelle la relativité galiléenne, XVIIe siècle. Donc là, on avait que les lois physiques étaient inchangées dans les référentiels galiléens. On parlait de repères inertiels, c'est-à-dire sans application de force, et donc des mouvements uniformes. Et donc on avait un principe de relativité, c'est-à-dire que dans une bouteille, les gouttes d'eau tombent verticalement, quelle que soit la vitesse du bateau où se trouve cette bouteille. Voilà. Alors au XIXe siècle est arrivé les équations de Maxwell. Donc Maxwell, donc pour l'électromagnétisme, dans le vide, a unifié l'électricité et le magnétisme. Et donc, la vitesse de la lumière s'est immiscée dans ces équations. Et donc, la relativité restreinte postule que la vitesse de la lumière est invariante au changement de repère galiléen. Et donc, on ne peut dépasser cette valeur. Donc, c'est dans l'exemple qui est en dessous, donc à gauche. Un photon qui est dans une boîte, ayant une vitesse c, se déplace à une vitesse v dans la boîte, dans la même direction que celle du photon, eh bien, elle aura une vitesse c. On ne peut pas ajouter v plus c, c'est pas possible. Voilà, donc là, j'ai remis le cône de lumière, mais en représentation bidimensionnelle. Mais on l'a vu tout à l'heure. Alors, on a parlé de repères galiléens, donc on va détailler un peu plus. Donc on parle de transformation galiléenne des coordonnées spatiales et temporelles entre 2 référentiels galiléens ou inertiels. Donc j'ai noté R, le premier repère, donc une origine, x, y, z, t, qui va se déplacer. Et j'ai noté R', O', X', Y', Z', Z', le deuxième repère. Alors, le référentiel inertiel, donc comme j'ai dit, aucune force n'est appliquée. Tout corps ponctuel libre est en mouvement de translation rectiligne, uniforme ou au repos. C'est-à-dire que la vitesse du corps, v, est constante en direction et en norme. La norme, c'est sa valeur. Alors là, j'ai pris un exemple. Je me déplace suivant la direction x, c'est-à-dire vers la droite. Donc j'ai mis les 2 repères, R et R'. D'accord? Et voici les équations. Donc, assez simple. Donc la variable temporelle ne bouge pas, y et z ne bougent pas. Et x' est décalé, x moins vt. Introduit la vitesse v. Et dans ce modèle-là, le temps est absolu.
On a invariance des variations temporelles, dt et dt'. Alors que se passe-t-il lorsque la vitesse se rapproche de la vitesse de la lumière? Alors là, on applique ce qu'on appelle les transformations de Lorentz. C'est ce qu'a fait Einstein. En fait, ne connaissait pas les travaux de Minkowski. Enfin, Minkowski est arrivé un peu après. Donc, le modèle qu'il a pris mathématique, c'est les transformations de Lorentz. Alors, toujours pareil, on part de deux référentiels galiléens, R et R'. Et cette fois-ci, se déplace à une vitesse V constante qui ne peut dépasser la vitesse de la lumière c. Et donc, voici les nouvelles équations. Ces équations font apparaître un paramètre qui est le facteur gamma pour la période temporelle. Alors, j'ai multiplié le temps par la vitesse de la lumière pour avoir que des variables spatiales. Et on peut remarquer, alors c'est le facteur de Lorentz, fameux facteur de Lorentz, 1 sur racine carrée de 1 moins V2 sur C2. Quand V est beaucoup plus petit que C, V2 sur C2 vaut presque 0, donc gamma il vaut 1. Et si vous remplacez gamma égale 1 dans les équations, vous retrouvez la transformation de Galilée. À petite vitesse, la mécanique classique est valable, bien sûr, dans ce modèle-là. Sinon, qu'est-ce qu'on voit? On observe une contraction des longueurs et une dilatation du temps. Donc le temps est devenu relatif, ce qui garantit que la vitesse de la lumière c est invariante dans tous les repères galiléens. Alors, revenons sur dilatation des durées. Et là, on va faire l'expérience des miroirs, du système des miroirs. Alors, dans un premier cas, on aura un système immobile, donc un miroir A et B. Et donc, on va envoyer depuis A un photon qui va se réfléchir en B, qui va revenir en A. Et donc, la distance à parcourir, c'est 2AB. Et 2AB, c'est C fois dt. Puisque le photon se déplace à la vitesse de la lumière. Nous sommes dans le vide. Et maintenant, je vais déplacer le système A et B vers la droite à une vitesse V, en rouge. Et donc, cette fois-ci, je vais avoir, dans un premier temps, le photon, il va traverser, il va aller vers B, donc il va arriver à B', en fait, puisque le système se déplace. Et ensuite, dans un deuxième temps, il va arriver en A seconde. Et donc, ce qu'on constate, c'est que la distance AB' et B' à seconde est beaucoup plus grande que AB. Donc, la distance parcourue maintenant est 2AB', puisque AB' égale B' à seconde. Il forme un triangle isocèle. Et ça, je vais dire que c'est C delta', un autre temps. Eh bien, première constatation, comme AB' est plus grand que AB, et on a que delta t' est plus grand que delta t. Donc le temps est ralenti lorsque le système est en mouvement. C'est le premier effet relativiste. Quand on se déplace, le temps ralentit. Et en plus, on peut calculer cette dilatation temporelle. Que vaut-il? Là, on a un magnifique triangle isocèle. Si on le coupe en deux, c'est un triangle rectangle et on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et c'est ce qu'on va faire. Si on applique le théorème de Pythagore, donc j'ai AB' carré égale AA' carré plus A'B' carré. On connaît tous les côtés. Hein. Et donc, tout s'exprime avec delta t et delta t'. On simplifie et on tombe sur le facteur de Lorentz. Delta t' égale gamma delta t. Et c'est celui qui était dans la transformation de Lorentz. On retrouve et donc les lois de changement relativiste. Donc c'est juste une application du théorème de Pythagore. Alors, pour aller plus loin et vers la relativité générale, il manque quelque chose
encore une relation, et il faut appliquer ce qu'on appelle les principes d'équivalence. Alors, il y a plusieurs principes d'équivalence. Donc avant Einstein, Galilée. Donc lui, c'est qualitatif. La chute libre des corps est universelle. Newton va le quantifier. Et grâce à ça, on va pouvoir résoudre des équations. La masse gravitationnelle est égale à la masse inertielle. Masse inertielle, c'est sans appliquer de force. Donc là, avec Einstein, donc en 1905, dans un premier temps sans gravitation, les effets d'un champ gravitationnel sont identiques aux effets d'une accélération du référentiel d'un observateur. Donc voilà, on a des équivalences entre accélération et voilà, et gravitation. En 1908, donc, il rajoute la gravitation, relativité générale. Le référentiel précédent est localement un espace de Minkowski. Bon, c'est juste voilà, c'est la généralisation. Alors, une manière de le voir, ben, c'est cette expérience de l'ascenseur ou de la fusée. Donc, si on considère, on est dans une fusée et un petit bonhomme qui est à l'intérieur de cette fusée, donc il faut que la paroi soit opaque, hein, eh bien, il lance la petite boule rouge. Et si on compare A et B, c'est-à-dire dans le cas B, il est sur la Terre, et, donc la boule rouge, elle tombe vers la Terre. Eh bien, ce dernier ne peut pas penser si qu'il est immobile comme dans B. Donc, A et B, c'est la même expérience quelque part. On ne peut pas déterminer dans quel cas on est. Et c'est ça le principe d'équivalence. Alors, au niveau de la courbure de l'espace-temps, c'est là que pour Newton, la boule rouge, dans l'expérience en B, était attirée par la Terre. Dans sa façon de voir les choses. En fait, elle n'est pas attirée par la Terre. Elle semble attirée par la Terre, mais en fait, elle suit une autre ligne, qu'on va dire droite, mais qui est dans un espace courbé, un espace-temps courbé. Et donc là, on a un deuxième effet relativiste. Je ne détaille pas plus. Le temps passe moins vite à la surface de la Terre que dans l'espace. Donc on avait le premier effet relativiste tout à l'heure, donc cette dilatation temporelle, plus on va vite, plus le temps ralentit. Là, c'est la courbure du temps la courbure de l'espace va aussi nous faire ralentir au niveau du temps. Voilà, tout ça, avec les principes d'équivalence, j'ai encore un petit... Oui, ça va va nous faire aboutir aux équations de champ d'Einstein, donc voilà, qu'il a donc présenté à Berlin, donc le 25 novembre 1915. Alors bon, j'aime bien la présenter parce que elle est jolie. Pour moi, c'est comme une partition de musique. Voilà, on a il faut savoir lire les notes. Voilà, hein. Donc voilà, une belle musique de l'univers. Donc il contient tous les termes qui... voilà, bon, je les détaillé ici. Hein. Alors, il y a ce qu'on appelle le tenseur de Ricci, qui est le tenseur pour la déformation de l'espace-temps. Il y a sa trace, R. La trace, c'est la somme des termes diagonaux, qui est la courbure scalaire. Il y a les termes de tenseur métrique. C'est ceux qui interviennent pour l'espace de Minkowski. Hein. J'ai mis nu, voilà. Il y a la constante cosmologique, qui est importante pour l'expansion de l'univers, hein, qui est la densité moyenne du vide. Il y a et puis, ça, c'est les termes de gauche. Et les termes de droite, eh bien, il y a le tenseur énergie-impulsion, hein. Donc les forces appliquées, qui est relié à la constante K d'Einstein. Et vous voyez que cette constante relie deux constantes universelles, grand G, la gravitation, et C puissance 4, la vitesse de la lumière. Donc on a relié deux constantes fondamentales.
Alors, bon, tout de suite, Einstein a présenté des équations, tout le monde a voulu les résoudre. Hein. Donc, on s'est précipité par maintenant, on a des équations, on va les résoudre. Alors, dans le vide, on a, bon, ça s'annule, on a un univers dit Ricci plat. En l'absence de courbure, l'univers est toujours plat, c'est l'espace de Minkowski. Ça, on retrouve ça. Donc, en fait, c'est un peu des poupées chinoises, hein, des poupées russes, pardon. Tout s'imbrique l'un dans l'autre. Voilà, on s'y retrouve. Et puis, à l'opposé, si on est très courbé, alors c'est les trous noirs. Hein, les objets sont très massifs pour les trous noirs. Eh bien, vous voyez que peu de temps après, Schwarzschild a publié donc, les trous noirs alors qu'on ne les connaissait pas du tout. Donc là, il est allé chercher une singularité, parce qu'il y a des singularités dans cette équation. Hein. Et donc, tout de suite, voilà, on a essayé d'aller plus loin. Alors, c'est le cas où, effectivement, il est tellement massique que ma déformation, elle devient presque infinie. Elle devient infinie, même. Donc, plus rien ne s'échappe là, de ce trou noir. Enfin, presque plus rien ne s'échappe, en réalité. Voilà. Et donc, on va arriver au 4e modèle. Puisqu'on parle d'équation, on va tout de suite à l'équation de Schrödinger, donc quelques années après. Vous voyez. Donc, pour l'infiniment petit, c'est une autre partition qui se joue. C'est une autre musique. Voici, alors là, on a un principe de superposition quantique. Et on introduit ce qu'on appelle la fonction d'onde, psi, là, qui régit l'équation de Schrödinger. Mais la mesure d'une observable donne plusieurs résultats possibles prises de manière aléatoire. Donc, c'est ce qui est écrit dans cette équation. Voilà, c'est son écriture d'une manière assez générale. Donc, on introduit, il y a le nombre i imaginaire hein, dans cette équation. Il y a une autre constante importante, la constante de Planck, h. Et il y a, donc on peut calculer ce qu'on appelle l'hamiltonien. Hamilton, c'est le mathématicien irlandais des quaternions, hein, c'est le même, qui est P2 sur 2m plus V, qui est P c'est l'impulsion et V c'est le potentiel, et psi, qui est un élément de l'espace de Hilbert, ce qui est la fonction d'onde, tel que son module au carré et la densité de probabilité des résultats de toutes les mesures possibles. Voilà. Alors, en mécanique quantique, il y a des phénomènes qui échappent à la relativité générale, voilà, bon, dont la dualité onde-corpuscule, hein, qui est décrite par la fonction d'onde. Il y a le principe d'incertitude d'Eisenberg, qui est même un théorème hein, qui se démontre, parce qu'on ne peut connaître avec précision la vitesse et la position d'une particule, mais ça se démontre. C'est un théorème. Avec un peu de transform de Fourier. On peut faire ça très bien. L'observation influe sur le système observé. Bon, ça c'est... Voilà, la décohérence qui permet la transition vers la mécanique classique. Donc ça c'est important de pouvoir revenir. Lorsqu'on observe, effectivement, on retrouve les lois classiques. Et puis l'intrication ou non-localité, qui est une répercussion immédiate d'une interaction à un endroit. Alors ça, effectivement, c'est que ça contredit la relativité, puisque comme on a vu que la vitesse était plus petite que la vitesse de la lumière, alors qu'avec cette non-localité, toute information, ici, au niveau des particules seulement, hein, elle est connue de l'autre côté de l'univers. Voilà. Alors, conciliation avec la relativité générale, ça serait le 5e modèle que je ne présente pas. Gravité quantique, bon, il y a plein d'hypothèses à ce niveau-là, plein de modèles. Bon, il y a encore du travail. Voilà, je vais en terminer. Et donc, en conclusion, on peut dire que aucun des 4 modèles présentés est le bon modèle, mais chaque modèle est valide dans son domaine d'application. Alors, est-ce qu'il y aura un jour un modèle qui englobe à toutes les échelles? Bon, ça c'est la vaste question qui nous reste à creuser. Voilà. Et donc je vous présente donc cette carte de l'univers. Donc première lumière émise par le Big Bang
d'après, ça c'est une mesure, le télescope Planck en 2014, et qui se trouve proche du modèle standard de l'univers. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, attendez, je vous passe le micro. Bonjour et merci pour cet exposé qui nous rappelle certaines choses. Bon, mais il y a quelque chose qui m'a gêné au départ, c'est le référentiel galiléen, parce que pour moi c'était des coordonnées cartésiennes, et Descartes est né après Galilée, si mon souvenir est exact, ou alors je me mélange les... C'est le XVIIe siècle, hein. Donc, Galilée un petit peu avant Descartes. Oui, c'est ça. Donc, au départ, Galilée va utiliser les coordonnées de Descartes. C'est Descartes qui donne les coordonnées, non? Je me trompe. Alors, Galilée ne fait pas, bien sûr, il ne connaît pas, mais il élabore les principes, mais il ne fait pas de calcul, bien sûr. On a appelé par la suite le repère galiléen. Ah, super. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Oui, alors ça soulèverait d'autres questions dans l'absolu, effectivement. Alors au niveau des géométriques, effectivement, pour le 5e modèle, on va dépasser l'espace-temps, la 4e dimension, pour avoir d'autres dimensions. Il y a des modèles à 2 dimensions, je ne sais plus combien, 9, 11, j'en sais plus. Il y a plus de cordes, d'hypercordes, effectivement. La représentation du vide, avec, voilà, ces cordes à l'intérieur, voilà, des cordes d'énergie, voilà. Bon, il y a des mathématiques qui sont assez complexes. Merci. Oui. Oui, merci pour cet exposé. Est-ce qu'il y aurait moyen, expérimentalement, de définir quel est le bon modèle? Ou est-ce que ça nous sera jamais pas atteignable? Alors, jusqu'à présent, c'est vrai qu'avec les 4 premiers modèles, comme j'ai dit, ils sont valides dans leur domaine d'application. Après, au-delà de ça, alors il faudra trouver des astuces. Sinon, on en restera à des hypothèses, c'est clair. On peut avoir des soupçons, des petits éléments, un petit élément là, un autre petit élément, et à force, faut reconstituer le puzzle. Déjà, je pense que c'est important maintenant, avec nos télescopes, d'établir une vraie carte de l'univers. Parce que ça, on dit que l'espace-temps, c'est... Mais on le connaît un peu localement, mais on ne le connaît pas du tout globalement. Comment sont répartis tous les objets, tous les astres, ça, on ne sait pas exactement le faire. Je pense que déjà, il faudra faire ce gros travail-là. Après, voilà, quand on en saura plus, où sont les trous noirs, comment ils sont répartis, parce que c'est eux qui font un peu le lien, je pense, entre la mécanique quantique et, comme l'a montré Stephen Hawking, et le modèle général. Voilà. Mais je suis d'accord. Ça ne sera pas simple. Il faudra être très astucieux. Bon, mais le cerveau humain peut être très astucieux. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de la présentation. Donc, merci encore. Merci. Et au terme de la journée, est-ce que Monsieur le Président veut dire un dernier mot Merci beaucoup pour l'exposé. Et puis on se rejoint demain pour une journée quasi identique en termes de programmation. Je crois que ça va commencer à 10h ici. Voilà. Et pareil, des exposés variés toute la journée jusqu'à environ 18h30. Voilà. Exposé de Jean-Marie Deconinck demain pour finir la journée.